guys, bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un de très spécial que je connais depuis l'âge de 11 ans. Je l'ai connue, elle faisait 1m50, aujourd'hui je crois qu'elle fait 1m84. Elle a un parcours extraordinaire, elle est juste incroyable. Je suis super fière d'elle et je suis super contente de l'accueillir sur ce podcast pour qu'elle nous raconte un peu son expérience entre basket, école d'ingénieur jusqu'à LVMH. Jusqu'à directrice, je vous présente Rafi. Salut Rafi. Salut Nono, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon. 1m83. Ouais, désolée. C'est important. 1m83, pardon. Bon, comment ça va ce matin? Bah ça va, écoute. J'ai hâte de notre interview. Mais de fou. En plus, tu sais, je t'ai contacté cet été pour te demander, ouais, est-ce que tu veux? Et je me suis dit, est-ce qu'elle va vouloir ou pas? Est-ce qu'elle va pas trop être timide? Est-ce qu'elle voudra à la caméra? Et finalement, non, c'est ça good. va. Pour toi, je ferai tout. Ok, merci. Donc du coup, moi je te connais, mais les gens qui t'écoutent ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton parcours? J'ai dit qu'on s'était rencontrés au basket. Alors, mais ton parcours, quel est ton parcours, Rafi? ouais, mon parcours. Donc, depuis que j'ai 11 ans, depuis qu'on s'est rencontrés, mais rapidement. Alors, j'ai fait du basket. Donc, je fais du basket. J'étais en centre de formation. En parallèle du centre de formation, j'ai fait mes études. Donc, j'ai passé mon bac, puis école d'ingénieur, où j'ai suivi un double cursus sportif de haut niveau. Donc là, j'étais à Lyon, à l'INSA de Lyon. Et donc, je jouais en même temps en deuxième division, puis donc en pro. Puis, j'ai fait ma dernière année d'études à l'étranger aux États-Unis. Donc, j'ai passé 1 an aux États-Unis. Et enfin, je suis revenue en France où j'ai fait mon stage de fin d'études. J'ai commencé à travailler pour Guerlain chez LVMH. Et j'ai continué le basket plutôt en loisir, même si c'était quand même bien parce qu'on était sur des niveaux National 3, National 2. Mal. Donc voilà. Et maintenant, j'ai 37 ans, mariée, 2 enfants. Toujours chez LVMH, je fais toujours du basket et c'est mon équilibre de vie. Voilà. Elle a passé un peu vite tout ça, mais je peux revenir sur les points que tu veux. Ouais, parce que du coup, en fait, faire du sport-études en même temps que suivre des études supérieures, c'est compliqué. Enfin, déjà, nous, à notre époque, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu mieux. On arrive un peu plus à gérer, mais quand on était un peu plus jeune, c'était compliqué. Il n'y a pas forcément les structures nécessaires. Non, et quand même, on en avait un petit peu parce qu'on dormait toute la semaine dans une structure spécialisée, etc. Mais c'est vrai que combiner le sport et les études, c'est pas facile. C'était dur. Physiquement, on avait quoi, 13-14 ans, on mentalement, tout le temps, tous les jours. On s'entraînait quasiment 2 fois par jour. Ouais. Le midi et le soir. Ouais. Le midi, on venait nous chercher au collège pour s'entraîner et le soir, on s'entraînait. Et on avait match les week-ends. Donc, non, c'était intense et difficile. Après, ça demande beaucoup d'énergie, tout simplement. De l'énergie, de la rigueur. Je pense que nos parents aussi ont été beaucoup là. Enfin, je pense pas que sans les parents qui nous poussent derrière à écouter en classe, à avoir des bons résultats, sinon on rentre à la maison. Ça aurait été plus compliqué, je pense, parce que c'est facile d'aller que vers sa passion, le basket, en l'occurrence pour nous. Et un peu moins écouter en cours, être un peu plus cool, moins faire les devoirs. C'est difficile quand on est en centre de formation, on est en groupe, et le soir, quand on a études, de se concentrer pour faire les devoirs, on a plutôt envie de se raconter des histoires, rigoler, etc. Mais bon. Donc, on va pas raconter les dossiers, là. Même à 37 ans, on racontera rien du tout. On va pas raconter ce qu'on faisait. Une autre fois. Vraiment, quand on aura 60 piges, on verra après. Il y a des enfants, tout ça, les petits-enfants. Bon, on racontera rien. Mais oui, en fait, c'est important aussi d'avoir une structure, avoir eu des parents qui poussaient derrière, parce qu'on va pas se mentir. Faire des études longues. Notre génération, je parle bien de notre génération aujourd'hui, c'est... Je vois, il y a des filles qui font du football, des joueuses qui sont ingénieurs aussi, qui sont en équipe de France. Top. Mais à notre génération, on privilégiait soit le sport, soit le basket. Soit les études. Soit les études, soit le basket ou le sport. Et du coup, toi, mais franchement, c'est juste fou. T'es partie... Non, mais en plus, ça a dit oui, l'INSA, mais c'est quand même une des meilleures écoles de France. Oui, c'est vrai. T'as fait après un parcours pro aussi, où t'as joué avec les pros. À Lyon. Avec les pros à Lyon. Et derrière, t'es ingénieur, du coup, diplômé ingénieur. Ou d'ailleurs, t'as été championne ici de France... des écoles de... Oui, c'est vrai, avec l'INSA, championne de France des grandes écoles. Oui, alors,
c'est sûr que c'était difficile. Je vais pas dire que c'était facile, parce que quand on arrive donc en école d'ingénieur... Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais en équipe de France jeune, et donc j'étais sur la liste des sportifs de haut niveau, donc de la fédération. Donc ça, c'est au niveau du ministère des Sports. Et du coup, j'ai pu rentrer dans la section sportive de haut niveau de l'INSA de Lyon, qui permettait d'avoir des horaires aménagés. Donc, au lieu de suivre l'école d'ingénieur avec les personnes classiques, on va dire, donc en amphi, etc., on était une classe de 25 sports-études, donc sportifs de haut niveau, faisant de multiples sports. Hein. J'étais la seule basketteuse de la classe. Et on avait des horaires aménagés, donc on était juste en classe avec nos professeurs, et on a fait nos classes préparatoires en 3 ans au lieu de 2 ans, pour pouvoir justement avoir le jeudi après-midi de libre, le vendredi après-midi de libre, pouvoir nous donner la possibilité de nous entraîner entre midi et 2, le soir, et avoir plus de temps aménagé. Après, derrière, et faire les compétitions le week-end. Exactement. Donc ça, c'était une vraie chance. J'ai pu bénéficier de cette structure, donc c'était chouette. Malgré tout, malgré cette structure, ça demande quand même de pas mal travailler, les études d'ingénieur. Et c'était pas facile. Moi, j'étais une excellente élève jusqu'en terminale. Donc, j'avais écouté en cours. Bien sûr, je faisais mes devoirs, etc. Mais j'avais plutôt des bonnes notes. Et arrivée en école d'ingénieur, j'ai dû vraiment, vraiment me mettre à travailler. Et la première année, ça a été difficile. J'ai failli me faire virer de l'école. Je suis allée au rattrapage. Et puis, finalement, ils m'ont conservée. Donc, heureusement. Et après, j'ai vraiment compris qu'il fallait travailler. Donc, il faut en effet allier sport, travailler, en étant dans une ville sans sa famille, entouré de ses amis, de ses coéquipiers. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous donnent envie de faire la fête. Puis on est jeunes en plus, hein, on était jeunes. Moi, j'avais 17 ans quand je suis partie. Et quand j'ai intégré la prépa à l'INSA de Lyon, qui est l'école d'ingénieur. Donc, oui, non, mais et puis c'était un parcours rempli de doutes. Hein. Au début, on part... et puis, on n'a pas des bonnes notes. Et au basket, c'est pas facile non plus d'être sportif de haut niveau. Il y a la compétition déjà. Il y a la compétition. Il y a la pression sur les bancs d'école. Exactement. Il faut gagner sa place dans l'équipe parce que j'arrive toute jeune dans une nouvelle équipe pro. Il y a en effet l'école d'ingé. On est fatigué. On a aussi envie de s'amuser, mais on peut pas forcément parce qu'on a entraînement tous les soirs. Quand tous les autres personnes classiques vont à la cafette boire des bières, etc. Et que toi, tu peux jamais y aller. Nous, on peut pas. Donc ça, c'est pas facile. Et sur le moment, j'ai eu envie d'arrêter. Honnêtement, je me rappelle ma rentrée à l'INSA, les vacances de Noël. Quand je suis rentrée, en fait, j'ai dit à mes parents, non mais je veux pas y retourner, je veux arrêter le basket, je veux arrêter l'école d'ingé, je veux faire autre chose, je veux rien faire, j'en ai marre. Donc ils m'ont forcée à me mettre dans le train, c'était pas facile, pour y retourner en me disant, tu finis au moins l'année et puis on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Et bon, en fait, après, je me suis fait plus d'amis, je me suis mise dans le rythme. Et ça a été. Et avec du recul, c'était difficile de justement pas avoir une vie normale aussi. C'était ça, le truc de pas avoir une vie normale. Exactement. En fait. En plus, nous, du coup, tu as été aussi à Bourges, mais tu sais, en plus, nous, par rapport aux gens qui étaient en Ile-de-France, les vacances, c'était pas la même zone. Exactement. Donc, c'est coup, vrai. On voyait pas nos compliqué, amis de la maison au même moment. Et avec du recul, donc 20 ans plus tard presque, c'est vraiment une chance en fait, qu'on a eu de vivre ça parce que ça nous a apporté tellement finalement d'amis. On a vécu depuis qu'on a 13 ans, plus chez nos parents, mais avec notre équipe de basket. Ça nous a fait rencontrer vraiment des personnes qui sont comme des sœurs aujourd'hui. Mais comme toi. Comme toi, exactement. Oh, yes. Et puis ça nous a appris surtout la rigueur, l'excellence, l'esprit d'équipe. La compétitivité, le dépassement de soi. Je l'ai toujours ça. Ça, c'est... Exactement. C'est quelque chose que j'ai toujours et c'est pour ça que je comprends pas... Des fois, même quand on joue au Uno ou quoi que ce soit, je suis compétitrice. Je suis là, non, mais je vais gagner en fait. Compétitrice et mauvaise joueuse souvent. Ouais. Aussi et ça va pas de pair, mais et c'est un vrai peu tricheuse aussi, c'est mais bon, ça va aussi avec. Et surtout, avec l'expérience de tous les matchs, toutes ces compétitions, on fait beaucoup le parallèle avec... moi, en tout cas, j'ai la chance de pouvoir faire le parallèle avec ce que je vis en entreprise. Oui. Et en fait, quand on se dit qu'un match, jusqu'à la dernière seconde, il est jamais perdu, jamais gagné. Bon, en effet, sauf si on a 30 points de retard, c'est perdu. Mais
on a expérimenté des situations dans le monde du sport qui font que si on s'accroche et si on y croit jusqu'à la fin, c'est possible encore de gagner. Et je trouve que cet esprit, justement, comme tu dis, de compétition, cet esprit d'équipe, on veut tirer le meilleur de chacun pour arriver à un objectif commun, c'est vraiment très, très similaire avec des équipes qu'on peut avoir dans le monde de l'entreprise. Donc pour moi, c'est une grosse force. Bah oui, c'est une grosse force, mais en fait, on a été mature très vite. C'est ça. Très jeune, très tôt, on n'avait pas le choix, en Exactement. Même si on se disait... non, mais franchement, moi, je peux pas sortir, c'est chiant. Je peux pas partir en week-end, je peux pas partir en vacances. Mais tu sais que moi, quand j'étais à Bourges, je nous avais interdit d'aller au ski. Bah oui, dans nos contrats, on n'avait pas le droit d'aller même manger des faire kebabs. Des sports de risque. On nous surveillait sur manger des kebabs. Je me rappelle plus. Nous, on nous surveillait en tout cas. Mais c'était pénible. Hein. C'était pas facile sur le coup. Non, c'était pas du tout facile. Et du coup, le basket, du coup, t'as décidé après que c'était pas forcément la voie où tu voulais t'orienter professionnellement. Ouais, c'est ça, plus par opportunité, je dirais. Ouais. Pas vraiment par choix. Enfin, en fait, moi, je me suis toujours un peu laissée porter tant que j'arrivais à faire du basket à haut niveau, aussi les études avec. J'avançais comme ça et en me disant, on verra ce qui se passe. Ouais. Et du coup, t'as vu et t'es retournée sur Paris. Du coup, j'ai vu. Et puis, non, alors, je suis retournée sur Paris parce que donc, j'ai fait ma dernière année d'études aux États-Unis. Et pour valider mon diplôme d'ingénieur, j'étais obligée de faire un stage de fin d'études. Et mon premier stage, qui était l'année d'avant, je l'avais fait en Angleterre. Donc, j'étais obligée de faire mon stage de fin d'études en France pour que un tuteur de l'école puisse venir me visiter. D'accord. Et donc, du coup, j'ai postulé chez Guerlain, entre autres. Donc, j'avais vraiment envie soit de travailler dans le sport, soit dans le luxe. Dans le sport, c'est assez évident parce que j'étais passionnée de sport. Dans le luxe, parce que j'y connaissais pas grand-chose, honnêtement, au domaine du luxe, mais le domaine m'attirait. J'avais entendu des personnes de mon école qui étaient allées travailler dans le luxe, chez LVMH, chez Hermès, chez Chanel. Et c'était un peu prestigieux, donc je m'étais dit, je vais postuler en stage dans le luxe ou dans le sport. Et si j'ai l'opportunité de pouvoir aller dans le luxe, au moins je verrai moi-même commencer et je me ferai ma propre opinion. Et donc j'ai postulé. L'aventure. Et donc commence l'aventure à Paris. Chez Guerlain, avec VMH. Exactement. Et du coup, après, tu m'as appris, machin, etc. Parce que tu cherchais une équipe. Exactement. Je t'ai souvenu que j'étais encore à Paris. C'est ça. Ouais, bien sûr, on avait tout le temps des nouvelles. Je te jure. Et donc, tu m'as fait rentrer au Stade Français. Yes. Au basket. Ouais, et du coup, j'étais trop contente de te revoir. Et ça n'a pas été, du coup, comment dire, ça n'a pas été trop dur ce retour en Ile-de-France parce que t'avais quitté Ile-de-France pendant des années. Tu reviens, basket en Ile-de-France déjà. Ouais, c'est vrai, j'avais quitté l'Ile-de-France depuis que j'avais 15 ans, je pense, quand on allait à Bourges. Puis je suis allée à Lyon, puis aux États-Unis. Et je suis rentrée, j'avais 23. 23, 24. Ouais, 23 ans, on va dire. Ouais. Donc presque 10 ans hors de l'Ile-de-France. Donc non, honnêtement, c'était pas difficile parce que j'ai ma famille, mes amis. Paris, c'est quand même une ville chouette. Après, la réacclimatation, en fait, le changement, tout changement, ça demande réadaptation. Donc il peut y avoir des débuts un peu compliqués. En effet, donc je suis arrivée en stage. Pour avoir un logement à Paris, c'est compliqué. Ouais. Donc du coup, j'ai fait du camping chez mon grand frère dans son canapé-lit du salon pendant quelques mois. Le temps de me faire embaucher, puis j'ai été embauchée en CDD dans un premier temps, donc je pouvais pas... Attends, regarde pas trop vite. Vas-y, je vais trop vite. Attends, on va juste revenir sur Guerlain. T'as été embauchée en stage, mais à quel poste du coup ? Parce que du coup, tu voulais le luxe. Exactement. Mais c'était dans quel département ? Donc moi, j'ai fait mon école d'ingénieur avec une spécialité génie industriel. C'est assez global. Honnêtement, on étudie quasiment... on étudie beaucoup de métiers. C'est assez général, on va dire. Parce que comme je n'ai jamais su vraiment dans quoi me spécialiser, moi, vraiment, mon schéma de vie dans mes études, c'était de continuer à faire la voie la plus générale possible jusqu'à que je n'ai plus le choix. Parce que... Parce que, en fait, j'ai jamais su vraiment quoi faire. Donc oui, quand j'étais petite, j'ai voulu faire vétérinaire, puis j'ai voulu faire ci, puis j'ai voulu faire ça. Bon, honnêtement, à chaque année où on devait s'orienter, en fait, je savais pas. Donc comme j'étais plutôt bonne élève, avec des facilités en maths et dans les matières scientifiques, et que mes parents me disaient qu'avec ingénieur, en fait, on pouvait tout faire, j'ai choisi école d'ingénieur. Et donc, jusqu'à la fin, même dans la spécialisation, j'ai pas choisi informatique ou mécanique, etc. J'ai choisi génie industriel parce que c'était généraliste et je ne savais toujours pas quoi faire de ma vie.
Mon année aux États-Unis m'a aidée parce que j'ai eu la chance de suivre des cours en supply chain. Donc la supply chain, c'est tout ce qui est lié à la chaîne d'approvisionnement. Bon, je vais pas trop rentrer dans le détail. Non, on rentre pas trop dans les détails, mais quand même. La supply chain, donc ça veut dire chaîne d'approvisionnement en français. Et donc quand on travaille en supply chain, notre objectif c'est d'optimiser toute cette chaîne d'approvisionnement, donc de la production, même des achats généralement, en passant par la production jusqu'à la distribution des produits. Pour garantir la satisfaction client en leur livrant des produits de meilleure qualité et un service le plus optimal. Donc du coup, ça, c'est la supply chain. Donc c'est assez global, assez transverse dans une entreprise. On voit beaucoup de flux, beaucoup de métiers différents avec lesquels on travaille. Et donc j'ai eu la chance de suivre des cours en MBA supply chain aux États-Unis. Et en fait, ça m'a vraiment beaucoup plu. Parce qu'on avait un super prof qui travaillait en fait en entreprise et qui nous faisait beaucoup de cas pratiques, contrairement à l'éducation qu'on peut recevoir en France où je trouve que c'est très théorique. Très théorique, oui. De mon expérience, hein, ça a peut-être changé, mais ça fait 20 ans maintenant qu'on était à l'école. C'est toujours théorique. Et c'est ça. Et donc, j'ai adoré les études de cas, le prof était super, et donc je me suis dit, en rentrant, j'aimerais bien soit travailler en supply chain, qui m'avait passionnée, soit travailler en gestion de projet, parce que j'avais aussi fait pas mal de gestion de projet lors de mon école d'ingénieur, du coup, en spécialisation génie industriel. Et j'avais adoré la gestion de projet. Travailler en groupe, autour d'un projet commun, avec des rôles bien définis, etc. Donc, j'ai été embauchée chez Garlin comme chef de projet sur les innovations, en stage. D'accord. Donc, ça cochait la composante gestion de projet. Et du coup, donc chef de projet sur les innovations, maquillage, parfum. C'était parfum, oui. Au début, sur mon stage, c'est en fait suivre le planning des innovations, du brief marketing, donc quand le marketing a une idée, 2-3 ans avant le lancement, jusqu'à la mise à disposition des produits dans les points de vente. Et donc, en fait, sur ce cycle qui dure en fonction de la complexité des produits entre 1 à 3 ans, quand c'est des grosses innovations, et bien sûr, il va y avoir des problèmes et des équipes à coordonner parce qu'on va devoir développer la formule, le packaging, on va devoir industrialiser la production dans les usines, etc. Donc tout ça, il faut un chef d'orchestre pour pouvoir gérer tout ça. Et c'était toi. Et c'était moi. Respecter le planning, les coûts, gérer les problématiques, etc. Et donc ça, c'était ma première expérience chez Garlin. Alors, comment c'était cette première expérience ? Ça s'est bien passé ? Est-ce que c'était difficile au début ? Ça s'est très bien passé. Il faut savoir que moi, je suis arrivée chez Garlin avec beaucoup de préjugés. Parce que... Préjugés sur quoi ? Sur le luxe ? Sur le luxe et l'entreprise en cosmétique en elle-même. Parce que... Tu trouvais ça superficiel ? Non, pas forcément superficiel, mais donc moi, je suis assez garçon manqué, très sportive, etc., qui aime beaucoup dire les choses. Et en fait, j'avais vraiment les préjugés d'un secteur luxe cosmétique avec beaucoup de filles, beaucoup de crépage de chignons. Un peu le diable s'habille en Prada, en fait. Un peu le diable s'habille en Prada. Voilà, beaucoup de chichi, etc., Et donc, je me disais, est-ce que je vais m'adapter dans ce milieu ? Mais j'avais envie de voir, justement, si j'allais aimer, si j'allais m'adapter. Et finalement, en fait, mes préjugés étaient complètement faux. Parce qu'en arrivant chez Garlin, donc, le seul qui est vrai, c'est qu'il y avait beaucoup de filles. Normal. En effet, il y a beaucoup de filles. Et ça, c'est chouette pour une entreprise, parce qu'on parle beaucoup de parité maintenant donc, et d'égalité. Donc c'est chouette, il y avait beaucoup de filles, mais pas du tout crépage de chignon. Honnêtement, tout le monde, super esprit d'équipe, super bienveillant. Les gens, à chaque fois que je posais des questions, parce que j'en posais beaucoup au début, tout le monde prenait le temps de me répondre, de m'expliquer. Vraiment, j'ai adoré le milieu, j'ai adoré les produits sur lesquels je travaillais, les problématiques. On avait une super équipe. Une super tutrice de stage. Et donc oui, il y a eu des moments difficiles parce qu'on arrive dans le monde de l'entreprise, on s'adapte. Il y a quand même des codes qu'il faut comprendre, qu'il faut comprendre. Il y a des choses qu'on peut pas forcément dire. Donc moi, j'ai toujours été très transparente et cash. Donc je me suis jamais trop retenue, mais quand même dans le monde de l'entreprise, il y a des choses. On va pas critiquer son chef devant tout le monde, des choses comme ça, même si c'est naturel de parler de ses chefs. Enfin, tout le monde le fait. Mais qu'est-ce que tu sais ? Et non, mais je donnais juste un exemple. Mais en gros, voilà. Donc non, pas difficile de s'adapter, pardon.
Et j'ai adoré, en fait, cette entreprise. Et les gens qui y travaillaient, surtout. Donc, du coup, on passe de chef de projet. Du coup, t'as fait le tour. Et du coup, tu demandes un autre poste, du coup. Ouais, alors... Bon, j'ai pas vraiment fait le tour, hein, parce que j'ai fait mon stage, puis après, j'ai été embauchée en tant que chef de projet. J'ai dû rester 1 an. Et en fait, moi, je voulais travailler en supply chain. Donc, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Et en plus, l'équipe était jeune. C'était vraiment mes potes. Je les adorais. Et en fait, il y a un poste qui s'est libéré. Et donc, j'ai levé la main pour candidater. Donc, je suis allée voir ma chef en lui disant que ça faisait pas longtemps que j'étais sur mon poste. Mais vraiment, j'étais passionnée de supply chain. Je voulais absolument ce poste. Que si je saisissais pas cette opportunité, peut-être que la prochaine, ce serait dans trop longtemps. Et donc, là, assez chouette parce qu'ils ont validé en fait le fait que je change de poste. Et j'ai commencé du coup en supply chain, c'est ça, 1 an et demi, 2 ans après avoir commencé chez Guerlain. Du coup Donc c'était supply planner sur le soin à l'époque. Et donc supply planner, pour la faire simple, c'est... Parce que moi non plus, je sais pas. C'est que des termes techniques. Je sais pas si c'est ce qui intéresse tout le monde. Non, mais c'est bien parce que du coup, tout cas... on sait jamais s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés par la supply chain. Oui, c'est vrai. Qui sont intéressés par le luxe. C'est vrai. Et il y a des gens aussi curieux comme moi, curieux aussi, qui veulent aussi savoir ce qui se passe, comment ça se passe. Donc on a 2 rôles principaux en tant que supply planner. Le premier, c'est par rapport aux usines qui produisent les produits. Donc nous, on est en charge de traduire les prévisions des ventes en besoins à produire pour nos usines. Okay. Donc ça, et ensuite l'usine va produire et planifier sur ses lignes de production, etc. Donc ça, c'est notre premier rôle. Et le deuxième rôle, c'est par rapport à nos clients. Donc par rapport à nos clients, on va être en charge de s'assurer de la mise à disposition des produits sur les marchés en temps et en heure, et en qualité, et en quantité aussi. Donc si par exemple, la France prévoit de vendre, je vais prendre un produit Guerlain, 10 petites robes noires au mois de août 2026. Donc moi, je vais devoir traduire ce besoin à l'usine en leur disant « Il faut que vous me produisiez pour août 2026 10 petites robes noires. » Et au moment de livrer les produits à la France, il faut que je m'assure que les produits soient bien dispo pour qu'on les distribue au marché français. Et donc ça, fois des milliers de produits, fois des centaines de clients. Donc voilà, donc ça, c'était le rôle d'un supply planner. Et donc, du coup, merci de l'explication. Du coup. Donc, tu travailles en supply chain, ça se passe très bien. Tu es là pendant plusieurs années. Ouais. Et en fait, je vais parler du shift qu'il y a eu dans ta carrière. Parce que du coup, on t'a proposé, mais très jeune, de partir en Asie, à Singapour, pour un poste de... de responsable supply chain Asie-Pacifique, en gros. Voilà, ça s'appelait Business Demand Manager. Voilà. Mais c'est fou. Enfin, C'était quoi? C'était en 2019, 2020? Je suis partie début 2020. Début 2020? Oui, bah, 32. 32? Bah, 32, hein. 32, oui. C'est pas non plus... Non, mais si, et je suis contente que tu dises ça. Non, mais je suis contente que tu dises ça parce que j'ai commencé à travailler à 24 ans. Oui. Donc là, j'avais 32, ça faisait déjà 8 ans. Et moi, depuis que j'ai commencé à travailler, je voulais partir à l'étranger. Oui. Et donc, tu dis, c'est tôt. Enfin, ils t'ont proposé ça quand même assez jeune. Mais pour moi, c'était pas tôt. J'attendais ça depuis 8 ans. D'accord. Et en fait, j'étais même de temps en temps dans des moments de frustration où je me disais, mais j'ai envie de partir à l'étranger, j'y arriverai jamais avec LVMH, peut-être qu'il faut que je change d'entreprise, etc. Et finalement, alors j'ai eu d'autres opportunités entre-temps, j'ai changé de poste, etc. Mais quand ils m'ont proposé... j'étais super contente et puis on est parti à Singapour avec ma famille. Oui, parce que du coup, entre-temps, dans toute ta carrière à Guerlain, il s'est passé aussi des choses extraordinaires. Donc, tu as rencontré ton compagnon qui est devenu ton futur mari et surtout, tu as eu un enfant. Ouais, j'ai eu un premier enfant en 2018. Et donc, prendre mari et enfant et partir à Singapour, premièrement, on va parler de ta grossesse, comment ça s'est passé avec l'entreprise Guerlain? Est-ce que ça s'est bien passé? Parce que tu sais, on entend souvent des histoires de femmes qui tombent enceintes, qui sont aussi cadres, responsables, qui sont mises au placard après, ça se passe pas très bien, voilà. Donc toi, comment ça s'est passé du coup, le fait de devenir maman? Ouais, alors, bien passé dans l'ensemble, avec quand même beaucoup de challenges. Tu m'étonnes. Non, alors pour reprendre question par question, avec l'entreprise, honnêtement, super bien passé et j'avais aussi un super chef. Donc, en fait, ils m'ont proposé, donc je suis tombée enceinte en 2017, en août 2017.
Et en fait, en septembre 2017, mon manager de l'époque me propose de passer moi-même manager, donc de prendre un poste. Et là, je venais d'apprendre il y a une semaine que j'étais enceinte et je me suis dit, purée, c'est chaud, je peux pas prendre un poste en étant enceinte, etc. Justement, pour tout ce que tu dis, avec tout ce qu'on se dit de, bah non, mais je vais pas être capable, etc. Et en fait, j'en ai parlé à mon chef, en lui disant bon bah voilà, normalement j'aurais pas dû te le dire avant 3 mois, mais en fait je suis enceinte, j'aimerais beaucoup prendre ce poste, mais je sais pas si c'est compatible. Et en fait lui m'a dit mais attends, c'est pas parce que t'es enceinte que je vais plus te proposer le poste, c'est pour tes compétences que je te le propose, donc il y a pas de problème, on gérera tes 4 mois de congé maternité. En soi c'est pas grand chose dans une vie d'entreprise, 4 mois à être absente, hein. Et donc, ok, donc j'ai pris mon poste de manager à la fin de ma grossesse. Et donc là, c'était très sport parce que je suis en switch entre 2 postes. En plus, c'est la fin de ma grossesse parce qu'après, je partais en congé mat. Et tu faisais du basket. Et je faisais du basket, mais donc j'avais arrêté quand même au bout de 3 mois de grossesse. Hein, j'ai pas continué avec un gros ventre. Mais très fatigant. Enfin, honnêtement, quand on est enceinte, on travaille. Moi, j'allais tout le temps au bureau en plus. Il n'y avait pas de télétravail à l'époque. Donc fatigant, on prend le métro. C'est vrai, il n'y avait pas de télétravail à l'époque. Non, mais moi je suis pas fan de toute façon. J'aime bien être avec mes équipes. Donc, ok, il y a 2 teams. Ouais, c'est ça. Non, mais j'aime bien de temps en temps, mais j'aime bien aussi être avec les gens. Moi, ce qui me plaît au travail, c'est vraiment être avec les gens en fait. Et donc du coup, c'est ça. Bah, après, je suis partie en congé mat, j'ai eu mon bébé et puis j'ai repris le boulot. On l'a mise chez une assistante maternelle. Enfin voilà, comme beaucoup de familles aujourd'hui, avec toutes les contraintes et les challenges, comme je disais, que ça comporte. Parce que pour revenir après, parce que tu vois, tu as eu 4 mois, mais revenir sur le rythme du travail, tu vois, après avoir déjà mis au monde un être humain. Oui, c'est vrai. Avec la fatigue, postpartum. Et après, derrière, revenir au travail. Comment ça s'est passé, du coup Alors, moi, j'étais contente de revenir au travail. Je sais. C'est ça qui était plus drôle, parce que tu étais grave contente. Tu me disais, non, mais moi, il faut que je retourne au travail, tu vois. Et j'étais là, okay. En fait, je pense qu'il y a 2 teams. Il y a les mamans qui adorent pouponner. Et il y a les mamans comme moi qui... Bon, j'aime bien pouponner, mais quand le bébé... J'aime mieux quand j'ai des interactions un peu plus poussées avec mon enfant. Donc du coup... les premiers mois, j'avoue que c'est chouette d'être en congé mat avec son enfant. J'ai le temps de voir des amis, la famille, etc. Mais en fait, c'est quand même une phase de la vie où on s'oublie un peu, dans le sens où on donne tout pour son petit. Parce que tu switches de femme à mère, en fait. C'est ça. Et en fait, surtout sur le premier enfant, maintenant je peux le dire, maintenant que j'en ai 2, mais sur le premier enfant, malgré tout ce qu'on peut nous dire, etc., on n'est jamais préparé tant qu'on l'a pas vécu à vivre en fait, un postpartum, un premier enfant, etc. Et il y a aussi le rééquilibrage au sein de la famille, donc avec son chéri, comment il prend son rôle de père, comment nous on prend notre rôle de mère, comment on reste un couple, comment on accueille un bébé dans la famille, c'est challengeant. Et tout ça sans avoir nous-mêmes en étant nous-mêmes déséquilibrés, dans le sens où on n'a plus nos repères. Moi, je bossais plus, je fais plus de basket, donc je suis vraiment à la maison avec mon enfant. Donc, c'était pas facile. Et en fait, quand j'ai repris le travail, finalement, j'étais contente. En fait, j'étais contente d'être la journée à faire autre chose que m'occuper de mon enfant, même si j'étais très contente de la revoir le soir, et le week-end. Non, mais de toute façon, je pense qu'il faut déculpabiliser aussi les mères, celles qui aiment aller au travail, allez-y. Parce que t'es pas la première à avoir fait ça. Moi, je me souviens que, c'était il y a longtemps, mais Rachida Dati, elle avait accouché, 10 jours plus tard, elle était déjà avec ses talons de 10 cm. Oui, ça, chapeau quand même. Ouais, ça, franchement, respect. Ouais. Mais déculpabilisons aussi les femmes qui aiment être mères, mais qui vont pas pouponner. Il n'y a pas un seul modèle de mère. Exactement. Parce que je sais pas si tu t'es pris des remarques ou quoi sur ça, sur le fait de « Ah, mais tu restes pas, mais comment tu culpabilises pas ?» Oui, j'en ai eu des remarques, mais en fait, moi, je suis assez à l'aise avec la maman que je suis. Et en fait, c'est OK d'avoir envie de s'épanouir soi-même et aussi de s'épanouir au sein de son couple et en tant que mère. Enfin, je dois pas m'épanouir juste en tant que mère. Et en fait, ça, je l'ai compris justement quand j'ai repris le travail, où je me suis dit,
Mais attends, c'est génial en fait d'être la journée à réfléchir pour moi. Alors, que ce soit le travail ou une autre activité, hein, je dis pas forcément travailler, mais de repasser à une activité où on s'occupe plus de son enfant H24. Enfin, quand je dis H24, il y a le conjoint, machin, mais c'est quand même... on est à la maison, en fait. Oui. Donc, et les papas, à l'époque, il n'y avait que 10 jours de congé paternité. Eux, on leur dit pas, ça te fait rien de retourner au travail après 10 jours Mais les mamans, on leur dit. On va culpabiliser les mères, mais pas les pères. C'est ça. En plus, ils avaient que 10 jours à l'époque. Exactement. Maintenant, c'est 1 mois. Donc, même si c'est 1 mois aujourd'hui, le papa, il retourne au travail au bout d'1 mois. Bah, en fait, on lui dit pas, ah là là, mais t'as laissé ton enfant. Donc, maintenant, un peu plus, même moi, là, dans mon équipe, j'ai des jeunes managers qui sont devenus papas. Et je vois que ça a vraiment changé. En fait, ils ont vraiment à cœur de... Enfin, c'est génial de participer justement à l'organisation, prendre vraiment leur rôle de père, etc. Et même dans l'organisation, bah, en fait, moi, si j'ai un jeune papa qui me dit j'ai ma fille qui est malade, je dois rester à la maison, bah ok. Alors qu'avant, on voyait pas trop ça. C'était surtout les mamans, les papas. Ils perturbent pas leur rythme de travail parce que leur enfant est malade ou quoi. Oui, du coup, ça perturbait aussi l'ascension des femmes aussi. On va pas se mentir aussi, avoir un enfant. Ah oui, c'est clair. Ça perturbe aussi l'ascension des femmes parce que du coup, comme tu disais, on doit garder les enfants quand ils sont malades, aller les chercher, la garderie, machin, etc. Maintenant que les pères sont un peu plus impliqués, ça va aller mieux en mieux. Ouais. Et ça, je pense que l'organisation, la société, en effet, reflète cette image à la femme qui du coup a des difficultés à atteindre des postes à responsabilité parce que comme tu dis, les femmes doivent s'occuper de la famille, des enfants et même les femmes elles-mêmes, comme elles ont la société qui leur renvoie cette image, en fait elles-mêmes elles se mettent dans ce rôle. C'est pas que c'est pas que l'organisation qui est responsable, c'est aussi les femmes. Enfin aujourd'hui, encore maintenant, même si ça commence à se démocratiser, hein, le fait d'avoir les papas qui sont plus impliqués, etc., et les femmes qui reprennent le travail, et c'est OK. C'est quand même beaucoup les mamans qui vont sortir tôt du travail s'il y a un problème, si l'école appelle toujours la maman. Oui. Enfin, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un mari super impliqué, et vraiment, c'est aussi grâce à lui que je peux avoir cette liberté en fait, professionnelle. Et il me soutient toujours, etc. Donc c'est juste génial. C'est important aussi d'être bien accompagné, parce qu'on dit ça, mais... Il faut bien choisir son conjoint. Voilà, il faut bien choisir son conjoint, parce qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, qui vont se dire « Ah non, c'est pas mon rôle, moi je suis un homme, c'est à toi de gérer tout ça. » Ouais. Et en fait, à l'école, on met souvent son numéro, parce que du coup, mon mari, il est auto-entrepreneur, et donc il peut mieux gérer son emploi du temps que moi, dans le sens où moi, j'ai beaucoup de réunions, je dois être dans les horaires de bureau, etc., et donc, il y a plus de chances que lui soit disponible que moi si jamais il y a un problème à l'école. Donc, on met souvent son numéro en premier. Mais c'est toujours moi qu'on appelle. C'est un truc de fou. Mais tu dis quoi? Tu leur dis pas, mais après mon mari... je peux pas décrocher. Enfin, en fait, souvent, comme en plus, moi, dans ma tête, je sais que s'il y a un problème, c'est souvent mon mari qui va gérer. Et que je suis en réunion, j'ai pas toujours mon téléphone perso avec moi. Et donc, du coup, à la fin, oui, on a eu de la chance de jamais avoir vraiment eu de problème. Mais à la fin, ils vont appeler mon mari. Mais c'est instinctif, en fait, d'appeler la maman. Et donc, du coup, les mamans se mettent aussi dans ce rôle. Et voilà, après, c'est l'engrenage. J'ai moins de temps. Alors que non, c'est pas vrai. On peut tout concilier. Ça demande de l'organisation, de l'énergie. Mais c'est possible de tout concilier. Et d'être bien accompagné. D'être bien accompagné, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Parce que je vois des fois des gens des femmes qui sont complètement perdues, en fait. Vraiment, qui sont perdues après un enfant et qui ne savent pas comment faire parce que le conjoint a abandonné. Mais c'est normal, c'est difficile, hein, honnêtement. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie. C'est un changement de vie total. Et donc, du coup, ce changement de vie aussi s'accompagne à Singapour, où du coup, tu as un poste beaucoup plus important parce que tu t'occupes de toute la zone Asie. Et donc, déménagement, donc rebelote, changement de vie, c'est ce que tu voulais. Asie, avec ta fille, ton mari. Comment ça s'est passé? Juste, dis-nous comment ça s'est passé, Singapour. Eh ben, c'était pendant sport. le Covid, hein, en plus. C'était pendant le Covid. Donc déjà, alors, ça a pu se faire parce que j'ai eu l'opportunité, mais surtout parce que c'était notre projet commun avec mon mari. Donc nous, on voulait avoir une expérience à l'étranger. Et donc, à l'époque, on s'était dit, le premier qui a une opportunité professionnelle, l'autre quitte son travail et le suit. Donc ça, c'était vraiment notre projet de vie. Donc déjà...
trop contente d'être avec quelqu'un qui a le même projet de vie que soi, quoi. Et donc, nous voilà partis pour Singapour. Donc, moi, je suis partie en début février 2020, donc tout début 2020. Et mon mari et ma fille m'ont rejoint mi-mars, 1 mois et demi après, le temps que lui, justement, quitte son travail. Donc, il y avait 3 mois de préavis. C'est lui, du coup, qui s'est occupé de toute la logistique de rendre l'appartement, etc., de notre fille qui avait 1 an et demi à l'époque. Et pendant que moi, je prenais mon poste là-bas et que je prenais un appartement pour les accueillir, etc. Et donc, ils nous ont rejoints ils m'ont rejoint mi-mars 2020. Et c'était le dernier vol avant la fermeture des frontières, parce que Singapour a fermé ses frontières aux pays étrangers à cause du Covid. Et c'est trop marrant parce que moi, en même temps, j'étais au Japon. Ouais, c'est vrai. Et toi, moi, je revenais et toi, tu partais. On devait se voir, d'ailleurs. Ouais, on devait se voir, ouais. Et on n'a pas pu. C'est le Covid, ça. C'est le Covid. Et donc là, donc ils sont arrivés. Et alors là, c'était... Enfin, vraiment, on se dit, si on a pu survivre à ça, on survivra à tout. D'un point de vue famille... Ouais, t'es dans un pays étranger, t'as personne, hein, concrètement, il y a personne autour de toi. On connaissait personne. Tu connais pas le mandarin, tu connaissais pas non plus. Non, alors ça parle anglais, mais... Ça parle anglais, mais après, c'est une autre culture aussi, c'est l'Orient, c'est ça. Plein de changements, quoi. Donc on arrive, on connaissait personne, on était tous les 3, et puis à cause du Covid, donc il y avait des congestions sur les ports, etc. Et notre container, donc, où il y avait toutes nos affaires, qu'on avait déménagé de France pour arriver à Singapour, devait arriver du coup mi-mars en même temps que mon mari et ma fille quand on a ménagé dans l'appartement. Et il est arrivé en juillet, je pense, donc avec 4 mois de retard. Donc ça, c'était donc on n'a pas eu d'affaires pendant 4 mois. On était dans notre appartement. Donc moi, j'avais pris un nouveau poste, mais on ne pouvait pas aller au bureau à cause du Covid. Donc j'étais complètement en télétravail. Sachant que c'est une création de poste avec que des nouveaux interlocuteurs dans 8 différents pays d'Asie. Enfin, honnêtement, c'était compliqué. Et comme il y avait le Covid, on ne pouvait ni mettre notre fille à l'école, parce qu'ils n'acceptaient pas de nouveaux élèves, ni recruter une nounou, parce qu'on n'avait pas le droit de recruter chez nous des personnes hors famille. Donc pendant 6 mois, ces 6 premiers mois, donc moi, je travaillais dans une chambre, et en plus, je travaillais beaucoup parce que c'était un nouveau poste. Et mon mari s'occupait de notre fille H24. Jusqu'à ce qu'on puisse recruter une nounou, moi pendant presque 6 mois, et en camping dans l'appartement parce qu'on n'avait pas nos affaires. Donc heureusement, j'avais des super collègues de travail ceux qui ont pu, qui avaient des enfants, ils nous ont prêté des jouets, quelques affaires, on a des voisins qui nous ont prêté un matelas, on avait 2 chaises, un canapé, enfin honnêtement, c'était... Et en fait, c'était folklore. Et comme toutes les semaines, la compagnie maritime nous disait que notre container allait arriver la semaine d'après, en fait, on n'a pas acheté de choses pour vivre. Oui, on te dit que ça arrive. On s'est dit, on va chez Ikea, on achète 5 assiettes en plastique, des couverts en plastique, on va bien tenir une semaine. Et en fait, chaque semaine, on se disait, c'est bon, une semaine de plus. Et à la fin, ça fait 3-4 mois sans affaires. Donc notre fille avait presque aucun jouet, dormait sur un matelas par terre dans une chambre qui résonnait tellement c'était vide. Enfin vraiment c'était... Donc voilà, donc l'arrivée pas facile. Donc vraiment pas facile parce qu'en plus on n'avait personne. Là j'en rigole et mais c'était compliqué. Le cerveau humain est bien fait parce qu'on retient quand même que les bons souvenirs. Mais ouais, franchement, pas possible de décompresser parce qu'en fait, on connaît personne, on peut pas vraiment sortir de la maison. Donc, t'es H24 avec ton enfant, ton mari. T'as les règles du Covid aussi, hein. C'était intense en Asie. Hein. Ouais, on était confinés. Nous, en ici fait. en France, on était confinés pendant 6 mois. En fait, c'est pour ça qu'on est resté 6 mois dans l'appartement. Et confiné, ça veut dire vraiment, on peut pas sortir. C'est-à-dire, on peut pas sortir. On pouvait sortir pendant ces 6 mois. Juste, je crois, pour faire des courses, mais on pouvait sortir que tout seul. On pouvait pas sortir tous les 3. C'était compliqué. Alors que nous, en France, c'était pépère. Hein. C'était la France, quoi. C'était la France, quoi. Il y a des règles, c'est pour les contourner. Tout le monde était devenu marathonien. C'est ça. Ah non, nous, et à Singapour, en fait, il fallait vraiment respecter les règles parce que si on les respectait pas, on avait un risque de se faire annuler notre visa et de devoir retourner en France. Donc... Bon, on n'a pas du tout essayé de ne pas respecter les règles et de toute façon, il n'y avait personne dans les rues vu que tout le monde respectait les règles. Exactement. Voilà. Donc après, du coup, il y a eu ces 6 mois qui sont compliqués, puis après, ça allait mieux. Et après, ça allait mieux, donc on est resté 2 ans à Singapour, donc jusqu'à fin 2021. Et donc pendant ces 2 ans, ça a été 2 ans quand même de Covid. On n'a jamais eu un moment où il n'y a plus de confinement du tout, donc ça s'est un peu relaxé. On a pu se voir à 5, puis on a pu monter jusqu'à se voir à 8. Donc on pouvait être 8 dans un appartement. Et au travail, on n'a jamais pu du coup être toutes les équipes ensemble. Mais donc il y avait un système de présence et télétravail pour qu'on puisse alterner
les personnes qui étaient là ou pas, bien sûr, toutes les précautions Covid, et donc super expérience. Finalement, dans toute cette galère, super expérience parce que super qualité de vie. Pour les enfants, c'est super safe. Enfin, honnêtement, c'est très sécurisé. Il y a des installations pour les enfants partout. Ouais. La ville est très propre. Les écoles sont super. Alors, les écoles sont privées. Il y a des écoles publiques singapouriennes, mais c'est très compliqué en tant qu'expatrié de mettre son enfant dans une école publique singapourienne. Donc, tous les expatriés s'orientent vers des écoles privées. Donc, nous, à la maternelle, on l'a mise dans une école privée, mais c'était anglais-chinois. C'était pas une école française. Avec des super conditions où ils sont 12 par classe, il y a 2 maîtresses. Enfin, vraiment, c'était super chouette. C'était vraiment une super expérience. Super expérience. Et puis d'un coup, ding, 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 on t'appelle. D'un coup. Alors que tu viens de bien t'installer, t'es bien à Singap, tout se passe bien. Il y a la petite piscine, machin, etc. Et là, ding, ding, ding. C'est ça. Donc, fin 2021, j'ai mon N+2 qui m'appelle en me disant... en me disant qu'il voulait me proposer de prendre la direction supply chain internationale de Guerlain. Donc, c'était le poste de mon chef, en gros. Parce que moi, j'étais à Singapour, mais dans la direction supply chain internationale. Et là, il m'appelle pour me dire, voilà, il va y avoir un changement de direction. Est-ce que j'aimerais que ce soit toi qui prennes la direction supply chain ? Donc ça, c'était fin 2021. Et donc, super contente, même si c'était une grosse surprise, parce que j'étais jeune... Oui, j'avais 33 ans à l'époque, 33, et je m'y attendais pas. Enfin, pas aussi vite, en tout cas. Et du coup, on décide avec mon mari. Donc, décision quand même difficile à prendre. Donc là, on a dû faire un choix, parce qu'on avait atteint notre life goal, en fait, en étant à Singapour. Enfin, vraiment, d'un point de vue... famille et vie perso, on avait atteint notre goal, quoi. On était trop contents d'être là-bas. Et d'un point de vue pro, l'opportunité qui m'était proposée était incroyable. Oui. Et c'était un retour à Paris, du coup. C'était un retour à Paris. Et mon mari, en parallèle, donc à Singapour, il avait quitté son travail pour venir à Singapour, et il avait fait une formation pour devenir style coach. Et du coup, il a créé son entreprise à Singapour. Et donc, pour lui, ça voulait aussi dire quitter ce qu'il avait construit pour tout refaire. Et comme à Singapour, c'était encore Covid, et socialement, honnêtement, c'était pas la folie, on s'est dit, l'opportunité professionnelle, de manière pragmatique, l'opportunité professionnelle est géniale. Pour mon mari, c'était compliqué de réseauter, parce que justement, il n'y avait pas du tout d'événements sociaux, en fait, à cause des règles de confinement encore en place. Et donc, on s'est dit, écoute, on rentre en France. Comme ça, mon mari, il a pu reconstruire sa structure et pour le coup, et donc vraiment développer sa clientèle. Moi, j'ai pris mon poste et on s'est dit, on y va, on y retourne. On sait que c'est pas notre target de vie. Cependant, il va y avoir des belles choses professionnelles qui vont se passer et on essaiera de repartir. La prochaine fois. Après, moi, j'étais contente que tu reviennes. Oui, non, mais quand on est revenu... Après, je me suis dit, allez, je vais aller voir un Singap et tout, parce que tu m'en avais parlé, et puis voilà, on s'était dit de toute façon qu'on allait se voir au Japon, enfin bref, moi je... C'est ça. Mais j'étais contente quand même que tu reviennes, j'étais, ok, reviens, quand tu m'as dit ça, je disais, oui, reviens, vas-y, viens. Non, mais on était quand même contents. Oui, mais c'est une opportunité de dingue quand même. Oui, c'était une opportunité de dingue. Ça faisait 1 an et demi que tu étais à Singap. Ouais, 2 ans. 2 ans. Ouais. Et après, on t'appelle, et autre opportunité à 33 ans. Ouais, prendre la direction du coup supply chain de Guerlain. Et donc là, on est revenu début 2022. Ouais. Parce qu'en fait, tous nos déménagements, à chaque fois, ils se sont faits en express. Hein. Là, on est parti de Singapour en 1 mois. Oui, mais du coup, il n'a pas été en retard. On l'a reçu à l'heure. Et donc, on est rentré début 2022. Et là, donc, gros changement professionnel pour moi, même si c'était chez Guerlain, au sein de la même direction. Et là, t'as donc, je passe directrice. N-1 COMEX, avec une grosse équipe, des gros challenges, donc c'était dur. C'était dur. Et c'était dur. En fait, c'est vraiment le global qui était dur, parce qu'on est rentré en janvier, donc c'était en hiver, donc il fait gris, on revenait de Singapour, on a une piscine, il fait tout le temps beau. Ouais. Donc on revient, il fait gris. Notre fille, pendant 2 ans, elle était à Singapour, donc elle avait 3 ans et demi quand on est rentré.
Pendant 2 ans, on était à Singapour avec les règles Covid, un environnement complètement aseptisé, même les enfants portaient le masque, tout était nettoyé tout le temps, elle a jamais été malade. On arrive, école, pendant 2 mois, elle attrape toutes les maladies possibles et inimaginables, il fait froid, il fait nuit tôt, je prends mon nouveau poste, mon mari doit reconstruire sa structure. Donc, non, les 3 premiers mois, franchement, ils étaient hard. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que... en fait, on construit aussi notre famille dans ces épreuves. Oui. Et du coup, on se dit à chaque fois, si on a réussi à faire ça et à s'en sortir ensemble, du coup, on devient de plus en plus fort. Donc ça, c'est assez chouette dans toute cette difficulté quand on prend un pas de recul. Mais quand on le vit, c'est dur. En fait, honnêtement, moi, j'étais en pilote automatique. Donc c'était, on arrive, je me pose pas de questions. Je sais que je dois travailler comme une folle. Ouais. Donc... je pensais que ça allait me prendre 3-6 mois. Honnêtement, j'ai passé 1 an à vraiment beaucoup travailler. Il y a eu des moments assez difficiles où je me suis remise en question. Et oui, en fait, je suis arrivée au poste dans une situation un peu compliquée parce qu'il y avait des très mauvais résultats à l'époque sur notre département. Et donc, l'équipe était en perte de confiance. C'était vraiment un poste challengeant. C'était un poste très challengeant. Et du coup... en fait, avant toute chose, l'énergie que j'ai dû déployer, c'était pour redonner confiance aux gens, recréer cette dynamique d'équipe, faire en sorte que l'équipe soit à nouveau fonctionnelle. Et en fait, ça, l'humain, c'est... Enfin, moi, c'est ce qui me tient vraiment à cœur. Et du coup, j'y mets beaucoup d'énergie. Et donc, ça a payé. Mais du coup, c'est être toujours optimiste quand même. Toi-même, t'en peux plus. Ouais. Trouver toujours des solutions quand il y a des problèmes alors que tu te poses des questions. Et en fait, t'as des gens en face de toi qui doutent, qui se posent des questions. Mais en fait, il faut pas que toi, tu sortes de ta trajectoire. Il faut que toi, tu sois vraiment la personne en tant que directeur, enfin, à mon sens, en tant que directrice, qui les pousse et qui leur montre toujours la lumière au bout du tunnel. Et donc, du coup, pour ça... Enfin, en tout cas, moi, les conditions de réussite que je me suis mise, c'est il faut que je sois forte, il faut que je sois optimiste, il faut que je les écoute, il faut que j'arrive à trouver des solutions et qu'en fait, qu'on trouve toujours des ressources. Quelle que soit la problématique, on va s'en sortir. Et ensemble. Et donc ça, pour réussir à inculquer cet état d'esprit dans l'équipe, ça a pris quand même plusieurs mois. Que tout le monde se refasse confiance, se fasse confiance à soi-même et à toute l'équipe, à moi aussi. Oui. Et que du coup, le COMEX nous refasse confiance aussi dans les résultats. Ouais. Et donc voilà, c'était honnêtement... j'en parlais encore récemment. Pendant la première année, j'ai dû bosser de 8h à 22-23h tous les jours. Ouais, ça, je me souviens de ça. Ouais. C'était dur. Je rentrais tard et tout. Ouais. Je pouvais pas aller au basket parce que je travaillais trop tard. Non, franchement, c'était dur. C'était compliqué, mais du coup, là, ce que tu nous as décrit, c'est vraiment la directrice idéale, en fait. Je sais pas. Faudrait demander à mon équipe. Faudrait demander à ton équipe. On va faire un podcast avec vous après. Parce que, voilà, tu vois, enfin, moi aussi, j'étais dans le monde... Enfin, je suis toujours dans le monde du travail, de toute façon, jusqu'à la fin des temps. Mais... c'est difficile d'avoir des gens qui soient de bons managers. Ah bah oui, on nous apprend pas. On n'apprend pas, non. C'est vrai qu'il y a des managers qui sont au poste de manager parce qu'ils travaillent bien, mais qui n'ont pas cette fibre-là. Du coup, comme toi, tu fais, de donner, insuffler un esprit à une équipe, motiver les troupes, savoir où sont les points faibles, prendre les points faibles et motiver. Ou voilà. Prendre des points forts et c'est assez compliqué. Donc là, du coup, c'est une question un peu plus technique. Du coup, manager, pour toi, être un bon manager, c'est quoi ? Alors, la première chose, à mon sens, pour être un bon manager... Pour quelqu'un qui veut être manager, voilà. Ouais, c'est avoir envie de développer les autres. Être manager, avant tout, c'est de l'humain. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes dans le monde du travail qui veulent être manager pour avoir moins d'opérationnel. Ouais. Et donc, moi, ce que je dis à mon équipe, maintenant avec l'expérience, parce qu'honnêtement, je pensais pareil quand j'ai commencé à travailler. Je me disais, être manager, c'est génial, y a moins d'opérationnel, tu gères une équipe, tu as plus de responsabilités. Mais en fait, quand on est manager, donc déjà, il y a de l'opérationnel, mais en plus, l'opérationnel qu'il y a, c'est de l'humain. Et en fait, l'humain, ça prend beaucoup plus de temps et il y a beaucoup plus de responsabilités à gérer des personnes
Et pour être un bon manager, hein, parce que tu peux être un manager et pas t'occuper de ton équipe, mais dans ce cas, pour moi, c'est pas vraiment manager. Et en fait, il faut t'occuper des personnes, il faut les comprendre, il faut capter leurs points forts, leurs axes d'amélioration, comme tu as dit. Et il faut savoir les motiver, il faut savoir aussi les projeter. En fait, quand je dis développer les personnes, c'est les entraîner à réfléchir à ce qu'ils veulent faire plus tard, en fait. Et pas plus tard, juste après, c'est plus tard sur le long terme. Parce qu'on a 1000 manières de construire un chemin de carrière en allant chercher un objectif à long terme. Alors que si on se focalise sur juste ce que je veux faire, mon poste d'après, c'est ça, on va avoir beaucoup de chances d'être frustré parce que le poste ne va pas être disponible, ça va pas être dans la bonne opportunité au bon moment, avec la bonne personne, etc. Donc oui, développer les gens, faire de l'humain et en fait animer l'équipe. En gros, il faut animer l'équipe, il faut animer les gens. Il faut que les gens se sentent faire partie d'une aventure. En gros, qu'ils aient du sens. Donc oui, pour être un bon manager aussi, à mon sens, c'est vraiment donner à l'équipe une vision et partager de manière transparente les résultats. Parce que, en fait, moi, je ne conçois pas qu'on puisse se donner à fond dans une équipe si on ne se sent pas appartenir à une organisation. Et pour se sentir appartenir, en fait, il faut savoir comment l'organisation se porte. Il faut savoir au quotidien l'opérationnel que les équipes vont faire. Et ben, en fait, cet opérationnel, il a un impact. On fait rien sans une équipe. Et cet impact, il va jouer de près ou de loin sur les résultats de l'entreprise. Donc, en fait, quoi de mieux pour motiver les gens que de leur partager les résultats de l'entreprise et leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer, en fait. Oui, et puis en plus, ça fait sincèrement. T'as envie de rester dans l'entreprise, en plus, quand c'est comme ça. Quand tu sens que t'as un rôle, que du coup, effectivement, on t'implique aussi. Parce qu'il y a souvent ça, en fait. Il y a déjà le micromanagement en France. Oui. C'est un peu un souci. Avec des managers, comme tu me disais, qui veulent juste être là parce qu'ils veulent pas ils veulent plus de faire du technique, ils veulent faire de l'opérationnel. Du coup, ça se passe très mal. J'ai vu des articles dessus en France. Il y a un problème de manager. Parce qu'on n'est pas formé. Non, enfin, il y a des entreprises, il y a des formations managers, etc. Mais on n'est pas assez accompagné et coaché dans le management. Donc, moi, j'essaie de faire ça avec les nouveaux managers qui sont dans mon équipe, avec les connaissances que je peux avoir et ce que j'ai développé sur le terrain. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le basket. En fait, c'est le sport de haut niveau. Honnêtement, je m'en étais pas rendu compte au début, mais là, avec 7 ans d'expérience de management, il y a vraiment plein de situations que je peux régler de manière assez intuitive parce que j'ai déjà vécu ces situations dans un monde antérieur qui n'était pas le monde de l'entreprise, mais le monde du basket. Comme la motivation. Comme la motivation, mais comme aussi gérer tout l'écosystème. En fait, au basket, comme dans une entreprise, on a une équipe, on a un coach qui peut s'apparenter au manager, on a un bureau. En fait, on a la direction qui peut s'apparenter au COMEX. C'est le bureau qui prend les décisions, c'est le bureau qui choisit le coach, c'est le bureau qui choisit dans quel championnat on va s'engager, qui gère les sponsors, les budgets. Et en fait, quand on arrive dans une entreprise, on a l'équipe, on a le manager, on a la direction. C'est un peu la même chose. Et en fait, on a les mêmes situations interpersonnelles qui peuvent se rencontrer avec des gens ambitieux, des gens moins ambitieux, des gens motivés, des gens moins motivés, des gens jeunes, des gens avec plus d'expérience, des gens qui ont des compétences en attaque, des gens qui ont des compétences en défense. Et tout ça, en fait, il faut le faire fonctionner pour arriver à l'objectif commun, à savoir gagner des matchs au basket et atteindre les objectifs chiffrés en entreprise. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai compris dans le basket où, pour être performant, il faut que chacun s'appuie sur ses forces et que chacun se sente en fait utile pour l'équipe. Et ben, j'essaie de l'appliquer en tout cas aussi dans le monde de l'entreprise où, enfin, moi vraiment, je vais pas être un manager qui va m'acharner pour développer les points à développer d'une personne, enfin les points faibles d'une personne. Je vais plutôt m'appuyer sur les forces en fait de mes équipes. Et puis, j'ai vraiment envie que les personnes se sentent appartenir en fait à un projet commun, quoi. Donc voilà. Et je pense que ça marche. Enfin, au final, les gens sont contents de venir au travail. Il y a des moments difficiles, mais on se serre les coudes dans les challenges. Et puis, on est tous humains, en fait. On est tous sains. Enfin, c'est ce que je dis aussi à mon équipe, qu'on soit stagiaire ou directeur. Humainement, on a la même valeur. Exactement. Non, mais c'est vrai que ça, c'est pas un truc qu'on entend. C'est pas un truc qu'on entend souvent en entreprise. On a des niveaux hiérarchiques pour prendre des décisions, ça c'est sûr. Il y a des moments compliqués, etc. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont pas performants. C'est pas tout beau tout rose. Il faut aussi gérer la performance dans l'entreprise.
Par contre, quelqu'un qui est là dans l'équipe depuis 3 mois ou quelqu'un qui est là depuis 15 ans, sa parole et ses idées, elles ont la même valeur, en fait. Humainement, on a tous la même valeur. Quand on part de l'entreprise, on rentre chez nous, on a tous nos amis, nos familles, nos activités extra professionnelles, nos galères, nos doutes, et puis voilà, quoi. Tout le monde est pareil. Hein. Exactement, tout le monde est pareil. Et du coup... C'est vrai. Sur ces beaux mots. Non, mais c'est vrai, je pense que c'est important aussi de l'entendre. C'est pas quelque chose qu'on entend. Il y a des managers qui sont très mauvais, les entreprises qui comprennent pas qu'il faut inclure tout le monde. Il y a beaucoup de disparités. Après, on s'étonne pourquoi les résultats sont pas bons, pourquoi, voilà. Et je trouvais que c'était important et c'est pour ça que je voulais aussi t'avoir pour qu'on puisse parler de ce domaine-là. Et du coup, quelqu'un qui voudrait se lancer, parce que toi, tu as eu plusieurs vies aussi. On est passé du basket... départemental c'est vrai. à du basket, après de haut niveau, championnat de France, et après derrière ingénieur, et puis après derrière dans le luxe, et puis après responsable, et puis du coup directrice à 33 ans. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un si j'avais su. Je te jure si j'avais su que la petite Rafi serait là aujourd'hui. Ouais. Mais qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui veut avoir tout ça? Vraiment, qui veut tout avoir, être mère, directrice, faire du sport, qu'est-ce que tu conseillerais du coup? Ou même des gens qui veulent rien avoir. Ouais. Non, mais le conseil que je pourrais donner, c'est oser. En fait, oser. Si vous prenez une porte, ben c'est pas grave. En fait, travaillez, persévérez. S'il y a des choses dont vous avez envie, osez prendre des risques et soyez authentique. Être soi, en fait. On peut pas aller loin sans être soi-même. Et ça aussi, je m'en suis rendu compte en évoluant. Parce que quand on n'est pas aligné avec qui on est, en fait, oui, on peut s'adapter temporairement à une organisation. Oui, on peut s'adapter, être en sur-régime temporairement par rapport à qui on est, etc. Mais ça peut pas durer dans la longueur. Il y a forcément un moment où on va avoir un coup de mou, où ça va pas aller parce qu'on sera pas aligné avec nous-mêmes. Donc, oui, oser et être authentique, c'est les 2 choses que je pourrais dire. Et puis, faire de chaque difficulté une opportunité. En fait, on se rend compte... J'avais une discussion sur le syndrome de l'imposteur, justement, sur comment, en fait, tu y arrives, tu vois, à faire ça. Et moi aussi, je me pose des questions. Enfin, moi aussi, j'ai le syndrome de l'imposteur. Je t'avais posé la question, en plus, un jour, je crois. On est dans une société où, en étant femme... je sais pas, on a été élevés, il y a des choses que la société nous projette qui font que on se sent moins forte qu'un homme, etc. Et donc, c'est pas facile, mais... Donc, on a forcément... Je pense que toutes les femmes ont le syndrome de l'imposteur. Je vais pas parler pour les hommes parce que je suis pas un homme, donc je sais pas exactement ce qu'ils ressentent. Mais c'est normal. Et en fait, moi, ce syndrome de l'imposteur, je le dépasse en osant. Parce qu'en osant, je vais donc faire des choses. Il y a des choses que je vais rater. Mais la constante que j'ai... Et des choses que je vais réussir. Mais la constante que j'ai dans les choses que je vais rater, c'est que à chaque fois que je rate quelque chose, je me rends compte que la vie s'arrête pas. En fait, que j'arrive à rebondir. Et donc, en osant, on apprend notre capacité à rebondir. Et en fait, moi, c'est ça que je me dis, au final, c'est pas un risque que je prends quand j'ose quelque chose. C'est quelque chose que je fais. Et si ça marche pas, bah, c'est pas grave, je ferai autre chose. En fait, et quand on n'ose pas, on connaît pas cette capacité qu'on a à rebondir. Alors que quand on ose, bah, à la fin, c'est pas grave, je vais réussir à faire quelque chose, même si c'était pas le plan A, ce sera le plan B. Si c'est pas le plan B, ce sera peut-être le plan C. Mais si vraiment mon objectif, disons, on prend un exemple, c'est travailler dans le luxe, et ben, si en stage, j'avais pas été prise, j'aurais fait un stage ailleurs, et c'est pas grave, j'aurais repostulé plus tard. Et puis finalement, peut-être que je me serais retrouvée dans le sport, et je me serais dit, à la fin, en fait, je voulais bosser dans le luxe, mais en fait, je m'éclate dans le monde du sport, donc j'ai un chemin qui diffère de ce que je voulais faire initialement. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je m'épanouis dans la vie. Donc voilà. C'est sur ces beaux mots qu'on va terminer ce podcast. Merci Nono. Merci à toi, ça a été vraiment un plaisir de t'avoir. Pareil. Et je voulais vraiment t'avoir parce que ton parcours est vraiment inspirant. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup de femmes qui se posent des questions aussi. Est-ce qu'on peut tout faire ? On peut tout faire. On peut tout faire.
C'est vrai. On peut tout faire. Du coup, n'hésitez pas à aller voir Afi jouer au Stade Français. Au PJB maintenant. J'ai dit n'importe quoi. Au Paris-Jean-Bouin. On va tellement me défoncer. Paris-Jean-Bouin, désolé. Donc, elle sera là tous les dimanches, Porte d'Auteuil. Voilà, allez la voir jouer. Elles sont N3. Elles sont trop bien, c'est mes copines. Est-ce que tu as un dernier mot? Non, merci beaucoup. Et puis, longue vie à ton podcast. J'ai été trop contente d'être invitée. Merci. Merci, Nono. Bye. Bye. À la prochaine fois.